rentré Quand je suis rentré à la BCE quelle était votre en utopie 1998, une utopie c'est parfaitement cela. J'imaginais que nous allions... Vous savez que nous avons pour l'instant un État-nation qui est la France, et puis nous avons un État-nation qui est l'Allemagne, et nous en avons quelques autres à côté. Et ce que j'imaginais, et c'était une utopie, c'était que ces États-nations allaient être annulés et remplacés par un nouvel État-nation plus grand qui s'appellerait l'Europe, avec un peuple unique, tous les attributs de la souveraineté, faire ce qu'était la France, mais à une plus grande échelle, si vous voulez, ou faire ce qu'était l'Allemagne, mais à une plus grande échelle. Et une des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il existe bel et bien un peuple français, un peuple allemand, un peuple espagnol, mais il n'existe rien de tel qu'un peuple européen. Ça, c'est pas vrai, c'est l'adjonction de deux mots qui ne recouvrent aucune signification concrète. Le peuple européen est une chose qui n'existe pas. Et partant de là, faire un État-nation européen devient problématique. Ce pourrait être au mieux une construction artificielle. Et en plus, je me suis rendu compte qu'on n'en prenait pas le chemin. Au cours des années, j'ai fini par regretter les confiscations de la souveraineté que subit la France du fait de la construction européenne. Et c'est ainsi que j'ai fini par passer le cap en adhérant à l'UPR. Donc initialement, vous trouviez que c'était... Initialement, je trouvais que c'était bien. Okay. Oui. Et alors, quels sont les éléments qui progressivement vous ont amené à changer d'avis sur la question? Je pense que c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, c'est une utopie. C'est une utopie parce que, comme je le disais à l'instant, vous n'avez pas de peuple européen. Le peuple français, une chose que j'ai compris, c'est qu'il se définit par des références qu'il a en commun dans la tête, qui peuvent être de nature très différente. C'est des références linguistiques, des références de culture, le fait qu'ils aient vu les mêmes émissions de télévision, qu'ils aient appris les mêmes choses à l'école, qu'ils aient participé à certaines discussions dont l'équivalent ne se retrouverait pas en Italie ou en Belgique, et ainsi de suite. Et la même chose vaut d'ailleurs pour les autres pays. Donc le fait d'être un peuple est à la base d'une espèce de communauté mentale. Et puis les autres peuples, c'est d'autres communautés mentales. Mais elles n'ont pas beaucoup de points communs. Nous, avec les Allemands, nos points communs sont essentiellement des références anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni allemandes ni françaises. Je trouve que ça fait un peu léger pour faire le ciment d'un nouveau peuple sorti du néant. D'autant qu'ils n'appartiennent pas à... D'autant plus d'ailleurs que dans ce cas de figure, ni l'Angleterre ni l'Amérique ne font partie du projet d'intégration politique européenne. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais d'ailleurs, ça se reflète dans le comportement des gens à la Banque Centrale Européenne, où j'ai vécu 15 ans, ça je peux en parler. Les gens ne s'adressent pas les uns aux autres de la même façon s'ils sont de la même nationalité, ou s'ils sont de nationalités différentes. Alors il n'y a pas que la question linguistique, évidemment, ils sont obligés de parler anglais quand ils s'adressent à quelqu'un qui ne provient pas de la même nationalité que lui, mais ils ne disent pas la même chose non plus, ils sont plus formels, ils sont plus distants. On finit très bien par percevoir la différence. Il y a également, mais ça c'est par contre-coup, moins de camaraderie entre les gens d'origine nationale différente et les gens de même origine nationale. Mais surtout, c'est dans la tête qu'ils n'ont pas les mêmes choses, quoi. Je disais tout à l'heure, ce que nous avons en commun avec les Allemands ressort pratiquement exclusivement de la sphère anglo-saxonne. Vous pouvez discuter avec eux de films s'ils sont américains, de livres si ce sont des livres américains, mais ils ne connaissent pas plus l'intérieur de la France que nous connaissons l'intérieur de l'Allemagne. Il n'y a pas de volonté. Et il n'y a pas de volonté, c'est exactement ça. Il n'y a pas de volonté. Alors, naturellement, il y a une fiction de volonté. Parce qu'on est tous censés être très pro-européens, très en faveur de la construction européenne, tout ci, tout ça. Donc il y a des choses qu'on ne dira jamais. Mais la réalité des sentiments, au bout de 15 ans, on finit par la voir. Et en fait, les uns se fichent de la nationalité des autres, et réciproquement. Ce qui n'est pas en soi mal. Mais ça prouve une chose. C'est que cette histoire de construction du peuple européen était une utopie. Et c'est là que je voulais en venir. Alors si c'est une utopie, est-ce que c'est bien, est-ce que ça se justifie de faire la construction européenne? Là, la réponse est non. Parce que qu'est-ce que ça pourrait être? Si ça ne peut pas devenir un État-nation avec tous les attributs de la souveraineté tel que l'est encore la France, qu'est-ce que ça peut devenir à la place? Ça peut devenir
une mosaïque d'États où on ne saura pas bien où se situe le pouvoir, s'il se situe à l'échelle fédérale ou bien s'il se situe à l'échelle nationale. Vraisemblablement, ne se situera-t-il plus nulle part. Et donc, cette construction nous aura finalement amené à faire une perte, pas un gain. Il n'y aura plus d'autorité de dernier ressort, ni européenne, ni française. En somme, c'est la porte ouverte à une domination étrangère. Et j'ai bien l'impression que maintenant, le propos de la construction européenne dans son ensemble est celui-là. Celui de nous inféoder à une puissance étrangère qui n'est pas européenne et qui, elle, reste un État-nation parfaitement solidaire.